Les entités de la nuit. À l'âge de 93 ans, ma mère a été diagnostiquée avec un cancer du pancréas. À la suite de cela, elle a été admise à la clinique San Rafael à Pera, en Colombie. Le règlement de la clinique exige que le patient ait un accompagnateur aussi bien de jour que de nuit, en cas d'urgence, pour alerter immédiatement le personnel paramédical. Carlos, l'un de mes frères, pouvait prendre le tour de nuit tandis que les autres se reposaient, ayant couvert les nuits précédentes. C'était lors de l'un de ces tours de nuit que Carlos s'était assoupi sur une chaise en face du lit de ma mère et s'était endormi. Vers 2 ou 3 heures du matin, il se réveilla en sursaut et vit autour du lit de ma mère 3 êtres flottant à quelques centimètres du sol. Ils étaient revêtus de CE qui semblaient être des tuniques faites d'un matériau grisâtre ou argenté qui brillait. Choqué et momentanément sans voix, lorsqu'il tenta enfin de prononcer quelque chose, les êtres remarquèrent qu'il était éveillé et traversèrent l'un des murs de la chambre voisine, pas la porte d'entrée, et disparurent. Ni lui ni ma mère ne revirent ces êtres, mais nous croyons qu'ils annonçaient la mort imminente. En effet, quelques jours plus tard, elle décéda. Curieusement, son enterrement eut lieu le 15 mai 2001, le jour où elle aurait célébré son 94e anniversaire. Nous nous demandons encore ce qu'étaient ces êtres, ce qu'ils faisaient, et si nous les reverrons un jour, espérons-le pas de sitôt. Les apparitions de l'hôpital. On m'a assigné à un centre de soins primaires avec un collègue médecin principal. C'était notre tour de nuit quand il a commencé à raconter des histoires de l'époque où il faisait des autopsies dans le même hôpital. Il avait été transféré aux soins primaires car il n'avait pas pu faire face au traumatisme qui en résultait. Il disait que toutes les autopsies ne conduisaient pas à des apparitions, mais c'étaient les personnes qui s'étaient suicidées ou avaient été tuées par d'autres où la mort n'était pas naturelle, qui conduisaient à certains des événements paranormaux les plus troublants qu'il ait jamais vus. L'un de ces cas qu'il a raconté cette nuit-là était celui d'une femme d'une 20aine d'années qui avait d'abord été abusée, puis étranglée. Par la suite, ses beaux-parents ont jeté son corps dans un puits. Ces incidents sont courants dans les zones rurales de l'Inde. Ils espéraient échapper aux poursuites, mais après un examen approfondi de ses poumons par mon collègue principal qui a effectué l'autopsie, il était évident qu'elle avait été assassinée avant d'être noyée. Les beaux-parents de cette femme ont tenté de lui offrir une grosse somme d'argent pour échapper aux poursuites, mais il a refusé. Après cet incident, il a souvent vu la femme avec les cheveux mouillés, les yeux exorbités et nus, de couleur blanche pâle, assise à côté de son lit en le regardant. Il insistait sur le fait que ce n'était pas une paralysie du sommeil. Il était absolument terrifié lorsque, une fois, en se peignant devant le miroir de la salle de bain, il a vu la même femme le regarder à travers la porte. Seuls ses yeux et ses cheveux mouillés étaient visibles à travers le miroir. Cela est devenu si traumatisant qu'il a quitté cette partie de sa profession malgré le salaire élevé. Le fait que cela se soit produit dans le même hôpital où je travaille actuellement est un peu sinistre. Le silence de Maran. Je suis infirmier psychiatrique et au début de ma carrière, j'ai travaillé dans un centre de santé mentale résidentiel. Un de nos résidents était muet électif, ce qui signifie qu'il ne parlait pas. Il n'y avait aucune raison médicale pour qu'il ne puisse pas parler, car il avait parlé auparavant dans sa vie, et il semblait même agir assez normalement à l'exception de sa taille de 7 pieds. Il avait été élevé dans le sud profond, et s'était enrôlé dans l'armée à l'âge de 19 ans, mais une nuit, il a disparu. Il a été déclaré disparu et finalement mort. 10 ans plus tard, un homme de 7 pieds est entré dans la salle d'urgence d'un hôpital de ma région du Midwest et a dit à la réceptionniste « Mon nom est Maran et je suis mort depuis 10 ans ». Ce furent les dernières paroles qu'il prononça. Il était couvert de poussière et portait les mêmes vêtements que ceux signalés la nuit où il avait disparu. Son numéro de sécurité sociale n'avait pas été utilisé et il n'avait aucune pièce d'identité sur lui. Cependant, ils ont pu l'identifier, probablement par empreinte digitale. La famille a été notifiée, mais a dit qu'ils avaient déjà fait leur deuil de leur homme perdu et que celui qui prétendait être lui ne pouvait tout simplement pas l'être, et ils ont exigé de ne plus être contactés. Toute la journée, tous les jours, Maran restait à bouger sa bouche, semblant parler ou murmurer, mais aucun son ne sortait. Il avait l'habitude inquiétante de jeter sa tête en arrière avec la bouche grande ouverte, comme s'il riait aux éclats, mais on n'entendait même pas un chuchotement. Si on lui parlait, il semblait écouter,
jetant périodiquement la tête en arrière dans cette sorte de rire imité. Plusieurs médicaments ont été essayés, mais aucun n'a eu d'effet, ni positif ni négatif. La thérapie occupationnelle n'a rien donné car Maran souriait simplement et, à moins qu'on ne lui dise de rester immobile, il se levait et commençait à marcher à nouveau. Lors de mon dernier jour de travail, la dernière chose que j'ai vue fut Maran déambulant dans le parking, jetant la tête en arrière comme pour rire. Plus tard, je me suis demandé si tout, ce temps, j'avais eu affaire à un fantôme, et toutes ces années plus tard, je ne le sais toujours pas. La sœur Mary Margaret. J'étais technologue en chirurgie dans le service de travail et d'accouchement pendant environ 10 ans. J'ai travaillé pour un hôpital catholique à but non lucratif pendant presque 4 de ces 10 années. Lorsque j'ai commencé dans le département, 2 techniciennes, Mary et Jess, y travaillaient déjà depuis longtemps et m'ont raconté des histoires sur la sœur Mary Margaret, qui était technologue en chirurgie lorsque l'hôpital était encore dirigé par des religieuses. La sœur Mary Margaret était très stricte et laissait peu de place aux erreurs de ses collègues. Jess connaissait la sœur Mary Margaret par les histoires, mais Mary avait travaillé là depuis si longtemps qu'elle avait réellement travaillé avec la religieuse. Mary a commencé à raconter des histoires de Kéas où elle avait entendu la sœur Mary Margaret dans notre bâtiment bien après son décès. Étant naturellement sceptique, je pensais que Mary et Jess voulaient simplement initier la nouvelle venue et je ne croyais pas un mot de leurs histoires. Avance rapide jusqu'au moment où je suis sorti de l'orientation et ai commencé mes quarts de nuit de 12 heures. Je serais à l'arrière à installer la suite ou à ranger les fournitures et j'entendais le mouvement des couvre-chaussures, un son distinctif ressemblant au cliquetis des talons hauts sur le sol de l'hôpital. J'ai décidé d'enquêter et j'ai pensé que Mary ou Jess avaient demandé à une des infirmières de nuit de me jouer un tour pour voir si je tombais dans le piège. J'avais juste besoin de sauter dans le couloir pour les attraper en flagrant délit et leur faire savoir qu'elles ne trompaient personne. Alors, je suis sorti dans le couloir prêt à effrayer quiconque me faisait une farce, mais il n'y avait personne. Pas de mouvement dans le couloir, pas de porte qui se balançait, rien sur les interphones. J'étais vraiment perplexe. Cet incident initial m'a fait hausser les épaules et j'ai continué à travailler. Au fil du temps, ces incidents sont devenus de plus en plus fréquents. Nous avions plus de nouveaux employés et Mary et Jess les formaient. Mary et la nouvelle recrue ont eu un incident où des fournitures stérilisées étaient sur le sol d'un lit et une seringue en forme de poire a flotté du haut de la pile de chirurgie à un angle de 90 degrés pendant environ 1 minute, puis est tombée au sol. J'ai vraiment commencé à les croire quand elles m'ont raconté cette histoire pendant le rapport. J'ai réalisé qu'elles étaient sincèrement choquées par l'expérience terrifiante et je me suis senti assez mal pour elles. Croyez-moi, ces deux-là n'étaient pas des actrices. Il n'y avait aucun moyen qu'elles aient pu donner une performance aussi digne d'un Oscar. J'ai continué à avoir mes propres rencontres avec des couvre-chaussures qui se traînaient, des murmures inintelligibles et toutes les caractéristiques d'une apparition typique. Certains de mes collègues techniciens ont signalé le même type d'activité, bien qu'aucune activité n'ait été aussi horrible que ceux que Mary et sa recrue ont vécu avec la seringue flottante. Cependant, quand cela a cessé d'être amusant pour moi, vous vous demandez ? Quand je suis allé à la réserve vers 2h30 du matin pour approvisionner en linge de lit et en eau stérilisée et que j'ai navigué vers le réchauffeur. J'avais fait cela des centaines de fois, ce n'était rien de nouveau. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les réchauffeurs d'hôpitaux, ils sont l'équivalent de sortir de l'hôpital et d'aller directement à Narnia. Ces inventions miraculeuses rendent votre couverture si agréable et chaude. Nous plaçons également de l'eau stérilisée et du sérum physiologique sur le dessus du réchauffeur pour chauffer les liquides utilisés en externe afin que le patient ne souffre pas d'hypothermie. Cela ressemble littéralement à un réfrigérateur en acier inoxydable de taille industrielle. Il fonctionne de la même manière. Au lieu de refroidir tout, il chauffe tout. Quand je l'ouvre, je m'attends à être frappé au visage par de la chaleur aride. Mais c'était froid. Le réchauffeur était cassé, ça devait être ça. Il n'y a aucun moyen que ce réchauffeur puisse être si froid. Quelque chose n'allait pas. J'ai donc vérifié la partie supérieure du réchauffeur qui devrait avoir été encore plus chaude, mais elle était en fait plus froide. Quelque chose ne fonctionnait pas, les ventilateurs soufflèrent de l'air chaud, mais ne chauffaient que rien. C'est alors que j'ai ressenti une présence écrasante et un sentiment de terreur que je n'avais jamais ressenti auparavant au travail. Je me suis retourné et ai levé les yeux pour voir une brume noire près du plafond.
Au début, j'ai pensé que peut-être une partie des composants électriques du réchauffeur avait grillé et que c'était le début d'un incendie. Le bébé fantôme. Il y avait un ancien centre médical de 4 étages où j'ai travaillé pendant des années. Le deuxième étage était dédié à la maternité, aux bébés et à la pédiatrie pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'ils en construisent un nouveau. L'ancien est resté vide pendant assez longtemps, bien qu'il contienne encore quelques fournitures et que certaines chambres soient occasionnellement utilisées pour des cas de débordement. Toutes les infirmières détestaient cet étage. Elles entendaient des voix et des bébés pleurer dans les chambres, mais ne trouvaient jamais personne lorsqu'elles allèrent vérifier, ce qui effrayait beaucoup d'entre elles. Une infirmière qui y travaillait régulièrement voyait et entendait toujours des choses. Qu'elle ait été effrayée ou vraiment en phase avec les esprits, elle se plaignait une nuit d'entendre un bébé pleurer dans le couloir et demandait à ceux que quelqu'un l'accompagne pour aller chercher des fournitures à l'étage hanté, sinon elle n'irait pas. Je me suis porté volontaire pour y aller à sa place. Je me souviens d'avoir entendu quelques faibles pleurs, alors j'ai commencé à chanter une berceuse tout en marchant, disant au bébé qu'il était temps de dormir et de sortir de la lumière. C'est alors que j'ai entendu un parfait éclat de rire venant de derrière moi depuis la salle de la crèche. Cela n'a duré que quelques secondes, puis tout est redevenu silencieux. Je suis presque certain que si le bébé n'avait pas cessé de faire du bruit, après ces 3 à 5 secondes, j'aurais été terriblement effrayé. C'était assez troublant. Les cris du manège abandonnés. En 2015, je travaillais dans un hôpital au département des archives médicales. Nous devions envoyer nos dossiers médicaux papier dans un lieu de stockage et mon patron m'a demandé d'enregistrer toutes les boîtes. Les lieux où étaient transférés les anciens dossiers papier étaient l'asile de vieillards abandonné de Manor SL, un étage attenant à l'hôpital, juste à côté des archives médicales. Lorsqu'ils ont déménagé à leur nouvel emplacement, construit quelques années auparavant, ils ont laissé derrière eux de vieux lits, dont certains avaient encore des draps froissés, de vieux rideaux accrochés, et quelques lits n'avaient que des ressorts. Certaines chambres étaient utilisées pour le stockage, et le salon de coiffure avait encore les chaises et le lavabo pour laver les cheveux. Un matelas avait même l'empreinte d'une personne et était juste à l'extérieur de la porte de la chambre où je travaillais. Quand mon patron m'a laissé dans cette immense salle, qui était probablement la salle à manger commune de SL, complètement seul, j'avais l'impression d'être observé. Je ne voulais même pas risquer d'entendre quelque chose, alors j'ai mis mes écouteurs et commencé à écouter de la musique pendant que je travaillais. Peu importe où je me trouvais dans cette salle, je me sentais toujours observé. Dès que vous passiez la porte de l'hôpital pour entrer dans le manoir, toute l'atmosphère changeait, se sentant lourde et triste. J'étais si excité quand mon patron a fait venir un collègue pour m'aider, ou du moins je le pensais. Occasionnellement, il y avait un agent de sécurité qui patrouillait dans la zone, mais c'était peut-être une fois par semaine. Quand il était là, mon collègue ressentait la même chose que moi, et il faisait très froid. Nous devions porter nos manteaux d'hiver et nos téléphones se déchargeaient rapidement, alors nous avions toujours des chargeurs à portée de main. Un jour, elle était d'un côté de la salle et moi de l'autre, nous sentant toujours très mal à l'aise, sachant qu'il n'y avait personne d'autre dans le manoir, juste elle et moi. Soudain, nous avons entendu un cri très bref et très fort venant de mon collègue. Nous nous sommes regardés et avons demandé ce que c'était. Aucun de nous ne savait. Nous avons couru hors de la salle aussi vite que possible et sommes retournés aux archives médicales. J'ai demandé à mes autres collègues s'ils se moquaient de nous et tous ont dit non. Mon patron avait une expression très perplexe sur son visage quand nous sommes revenus en courant aux archives médicales, hors d'haleine. Je lui ai dit que nous aurions besoin de quelques minutes avant de retourner là-bas, malgré le travail à terminer. Finalement, j'ai eu le courage d'y retourner et d'inspecter la zone avec quelque chose de lourd à la main, bien sûr. Je n'ai rien trouvé qui aurait pu faire ce bruit ou le reproduire. L'ancien manoir a maintenant été démoli. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire de la zone, mais j'espère qu'ils la béniront avant de construire quoi que ce soit. Ce n'est pas l'histoire la plus effrayante qui existe, mais elle nous a vraiment terrifiés, moi et mon collègue. Si vous aviez été dans la même situation, je suis sûr que cela aurait été pareil pour vous. Le garçon fantôme. Je travaillais dans un centre de soins de longue durée, conçu comme les rayons d'une roue coupée en deux, avec des ailes nommées A, B, C et D.
Les chambres étaient carrées avec un petit couloir depuis la porte, des placards d'un côté et la salle de bain de l'autre. Depuis le cadre de la porte jusqu'au mur, il y avait environ un pied de large avant d'être complètement dans la chambre. Pendant un tour de nuit dans l'aile B, juste après qu'un résident soit décédé, ce jour-là, j'ai été assigné à cette aile. Le colocataire du défunt était encore là et avait demandé à garder toutes les lumières allumées pendant la nuit, car il disait qu'il y avait un petit garçon dans la chambre. J'ai pris mon service cette nuit-là, et pendant le rapport, on m'a dit que Madame Smith était décédée pendant le tour de jour et que sa colocataire, Madame Jones, insistait pour garder les lumières allumées à cause du garçon. À chaque heure de mes rondes, Madame Jones refusait mon offre d'éteindre les lumières. À 3 heures du matin, en entrant dans la chambre, j'ai eu l'impression de traverser un rideau de glace et une sensation électrique m'a parcouru le corps, faisant se dresser les poils de ma peau et me donnant une sensation de tension. Je me suis senti paralysé un moment, mais j'ai finalement réussi à bouger, à accomplir ma tâche et à changer Madame Jones. Elle m'a confirmé qu'elle avait ressenti quelque chose et a attribué cette sensation au garçon qui, selon elle, était là toute la nuit. Après cela, je suis sorti en courant de la chambre et suis allé directement à la station de soins. Il m'a fallu quelques minutes pour pouvoir parler, alors l'infirmière est allée chercher l'infirmière en chef. Une fois que j'ai pu parler, je leur ai raconté ce qui s'était passé. L'infirmière en chef m'a demandé si je pouvais continuer à travailler, vu que j'étais très pâle et tremblante. Bien que j'ai dit oui, elle m'a assuré que c'était normal que les résidents voient le garçon quand quelqu'un décédait, mais elle a admis que c'était la première fois que quelqu'un vivait une expérience aussi intense que la mienne. Le lendemain, avant de rentrer chez moi, Madame Jones a été changée de chambre. Elle a commenté que le garçon était revenu la voir plusieurs fois et que cela signifiait généralement que quelqu'un d'autre allait bientôt décéder. Cette expérience n'était pas seulement terrifiante, mais aussi profondément marquante, et elle souligne comment de tels phénomènes peuvent affecter autant les résidents que le personnel dans les centres de soins de longue durée. Les présences dans l'UCI. J'ai travaillé dans l'unité de soins intensifs, UCI, pendant environ 5 ans, et j'ai l'expérience que les nouvelles infirmières recherchent souvent. Cependant, elles savent aussi que je ne plaisante pas avec les esprits pendant le service de nuit. Une nuit, une des nouvelles infirmières est venue me voir et a mentionné qu'elle se sentait mal à l'aise dans une des chambres, comme si quelque chose la regardait. Elle m'a demandé de l'accompagner. Alors nous avons marché ensemble jusqu'à la chambre où une patiente, qui avait eu un accident et était sous assistance respiratoire, attendait que sa famille prenne la décision de la laisser partir. En entrant dans la chambre, nous avons remarqué qu'elle était inhabituellement froide et que l'air était lourd. J'ai commencé à aspirer les voies respiratoires de la patiente, qui, étonnamment, n'a montré aucun signe de nausée ni de toux. J'ai demandé à ma collègue si l'absence de ces symptômes était nouvelle, et elle a simplement hoché la tête, commentant à quel point elle se sentait mal à l'aise. J'ai décidé de faire ce que je pouvais pour la rassurer et peut-être la faire rire pour apaiser sa peur. Je me suis adressé à la patiente en parlant à voix haute. « Bonjour, mademoiselle Senna. Je sais que ce qui s'est passé est vraiment injuste, mais il faut que vous reveniez dans votre corps. Ce n'est pas encore votre moment. » Avec 2 tapes fermes de ma main, la température de la chambre a commencé à augmenter, la lourdeur s'est dissipée et ma collègue a instantanément remarqué la différence. Je lui ai ensuite demandé si elle pouvait m'aider à tourner la patiente. En le faisant, j'ai remarqué qu'elle avait à nouveau besoin d'être aspirée. J'ai donc procédé à l'aspiration de son tube respiratoire et à ma grande surprise, la patiente a toussé. Il semblait que mademoiselle Senna avait besoin d'un peu d'encouragement pour revenir vraiment dans son corps et ne pas rester à errer dans la chambre. Ce genre d'expérience montre à quel point certains moments en UCI peuvent être énigmatiques, mêlant le médical à l'inexplicable. La figure blanche dans les bois. Voici une histoire sur mes rencontres dans un endroit non spécifié situé près d'une zone boisée. Je suis un membre du personnel travaillant en horaires normaux, et ce jour-là en particulier, je faisais le service de l'après-midi qui se terminait à 10 heures du soir. Mon bureau se trouvait au 6e étage du bâtiment principal, donnant directement sur la zone boisée avec de grands arbres et un escalier montant la colline. Si je regarde par la fenêtre à ma droite, je peux voir une petite route avec des voitures garées. Comme chaque jour, mon fiancé m'attend toujours dans l'escalier du 5e étage qui mène à mon bureau.
Il y a une porte au 6e étage à côté de l'escalier et il faut scanner le badge du personnel pour entrer, donc les étrangers ne sont pas autorisés dans le couloir extérieur. Mon bureau est toujours très effrayant et si je tourne à ma droite, je peux voir de nouveau la forêt. Ce soir-là, comme d'autres jours, j'ai marché aussi vite que possible et n'ai même pas regardé à droite. Quand je suis arrivé à la porte menant à l'escalier, j'ai appuyé sur le bouton pour déverrouiller la porte. Mais malheureusement, le bouton ne fonctionnait pas et la porte ne s'est jamais ouverte. J'ai appelé mon fiancé pour lui dire de monter les escaliers parce que j'avais très peur. Il y a une petite fenêtre dans la porte et je pouvais le voir monter les escaliers. Pendant que j'attendais qu'il arrive à la porte pour m'aider, je me suis retourné et, sans savoir pourquoi, quelque chose m'a fait regarder la forêt, ce que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai vu une figure blanche me regardant directement, avec de longs cheveux parmi les arbres. Je me suis dit que c'était probablement juste mon imagination. Soudain, elle a bougé, semblant flotter. C'est alors que j'ai réalisé qu'elle était réelle et j'ai commencé à paniquer. J'ai eu de la chance qu'elle ne vienne pas dans ma direction. Je pouvais sentir mon cœur battre très vite et mes jambes semblaient de la geler. Je respirais très rapidement quand mon fiancé est apparu près de la porte. J'ai commencé à pleurer et à lui dire que je devais sortir. Il m'a dit de me calmer et environ 5 minutes plus tard, alors que nous attendions, un technicien est arrivé, probablement alerté par les caméras de sécurité. Ils ont réparé le bouton et j'ai été libéré. C'était une mauvaise journée pour moi. Maintenant, mon bureau a été déplacé au rez-de-chaussée, plus près du sol, et c'est définitivement plus sûr pour moi et pour le reste de mon équipe. La rencontre terrifiante. Cet incident m'a été raconté par ma cousine qui travaille dans la section des patients ambulatoires de l'hôpital TTSH. Notez que l'hôpital en question est le nouveau bâtiment récemment construit, et non l'ancien. Ce soir-là, comme d'habitude, elle se préparait à rentrer chez elle lorsqu'une des infirmières lui a demandé si elle pouvait vérifier quelques papiers avant de partir. Elle a donc décidé de rester un peu plus longtemps. Les vérifications n'ont pas pris beaucoup de temps et elle a réussi à terminer les travaux avant 6h30, juste au moment où le concierge venait fermer les portes des différentes sections des patients ambulatoires. En marchant joyeusement vers la sortie, elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié son portefeuille et s'est précipitée pour revenir à l'hôpital afin de rattraper le concierge avant qu'il ne ferme sa section. Elle courait frénétiquement dans le couloir vers sa clinique lorsqu'elle a vu le concierge fermer la porte. Elle lui a crié de s'arrêter, lui disant qu'elle avait oublié quelque chose, mais pour une raison quelconque, il l'a ignoré. Elle a continué à courir vers lui en criant, et enfin, lorsqu'elle était à environ 3 mètres de distance, il s'est tourné vers elle et lui a souri. Ce qu'elle a vu l'a terrifiée. Le visage du concierge était horrible, et sa peau semblait avoir été arrachée par des milliers de vers. Avant qu'elle ne s'évanouisse, elle l'a entendu dire « Tu as oublié quelque chose, ma fille ?» Lorsqu'elle a repris conscience, le vrai concierge la regardait. Il lui a demandé ce qui s'était passé et lui a dit qu'il était arrivé un peu tard parce que son fils était malade. Il a aidé ma cousine à se relever et lui a ensuite dit de ne plus jamais marcher dans les couloirs après 7 heures du soir. Il ne lui a jamais donné de raison et je ne pense pas que ma cousine ait voulu savoir pourquoi. La silhouette dans les arbres. Quand j'ai été admis à l'hôpital pour une appendicite, je me suis souvenu d'une histoire horrible racontée par une des femmes de ménage qui venait toujours dans la salle où j'étais admis pour nettoyer la zone. Je suis devenu ami avec elle, et elle m'a raconté un incident qui s'était produit dans l'ancien hôpital, qui, comme nous le savions, était effrayant avec de grands arbres, des lumières très tamisées et des chemins assez troublants, contrairement à maintenant. Une nuit, alors qu'elle poussait un chariot le long d'un des chemins couverts des installations de l'hôpital, elle a remarqué quelque chose bouger parmi les arbres. Le mouvement indiquait que quelqu'un ou quelque chose courait d'arbre en arbre à une vitesse maximale dans un mouvement étrange et perturbant. Elle s'est arrêtée sans réfléchir et a essayé de concentrer ses yeux sur cette zone. Finalement, elle a aperçu la forme d'un homme avec des jambes incroyablement longues, environ 2 fois plus longues que celles d'un humain normal, et il semblait que la créature jouait à cache-cache avec elle. C'était si troublant qu'elle a laissé son chariot là et s'est enfuie. Elle a raconté l'incident à un garde de sécurité, et celui-ci lui a expliqué que c'était probablement le fantôme de quelqu'un. Elle n'était pas si sûre de savoir si cela signifiait du mal ou non. On dit que certains fantômes restent là où ils sont morts et deviennent célèbres pour leurs apparitions. Une nuit tranquille,
Une amie qui travaillait dans le service de nuit de l'hôpital, malgré avoir entendu parler du fantôme, a écarté cela en disant qu'elle ne croyait pas à ce genre de choses. Cependant, ce fameux fantôme hantait soi-disant l'aile de l'hôpital depuis des années après sa mort. Certains disent que moins vous croyez, plus il est probable que vous rencontriez de tels phénomènes. Pendant son service de nuit, alors qu'elle écrivait une liste pour les infirmières, elle a remarqué quelque chose ou quelqu'un rebondir autour de son comptoir du coin de l'œil. Bien qu'effrayée, elle a d'abord pensé que cela pouvait être son imagination. Mais quand elle a levé les yeux de son travail, là, il y avait quelque chose qui rebondissait autour du comptoir de gauche à droite, apparaissant comme une figure blanche translucide sans expression discernable. Terrorisée, elle s'est retournée pour reprendre son travail, trop effrayée pour regarder en haut. Finalement, le mouvement s'est arrêté, et la figure est simplement restée dans un coin à la regarder pendant ce qui a semblé être une éternité. Paralysée par la peur, elle a gardé la tête baissée de 2 heures jusqu'à 6 heures du matin et n'a osé lever les yeux qu'une fois le jour levé. L'apparition avait disparu et elle a finalement cru que cette expérience lui avait appris que même si vous ne croyez pas ce que quelqu'un vous dit, il vaut mieux le garder pour vous, car le dire à voix haute pourrait vous obliger à reconnaître son existence. La visite inquiétante à l'UCI. Il y a plusieurs mois, un patient a été transféré dans ma salle depuis l'UCI. À son arrivée, la patiente a partagé avec le personnel ce qu'elle avait vécu auparavant à l'UCI. L'incident a eu lieu vers 1 heure du matin, pendant un service de nuit. La patiente dormait profondément, mais s'est soudainement réveillée sans raison apparente. En ouvrant les yeux, elle a remarqué quelqu'un habillé en blanc, avec de longs cheveux et des yeux injectés de sang, la fixant intensément. Effrayée par ses yeux rouges, la patiente a rapidement fermé les yeux et a commencé à chanter une prière. Pendant ce temps, un autre patient dans la chambre voisine a observé une dame près de son lit et est devenu curieux au sujet de ce visiteur nocturne. Le deuxième patient a informé l'infirmière de l'UCI qui a ensuite enquêté. En entrant dans la chambre du premier patient, l'infirmière a découvert qu'il n'y avait personne là, à part la patiente. Confuse, l'infirmière s'est approchée de la patiente et lui a demandé où elle avait vu la dame qui était debout là il y a un moment et où elle était allée. La patiente, terrorisée, a crié en réponse. Le lendemain, après avoir été transférée dans la salle, la patiente a continué à avoir de la fièvre, mais les médecins n'ont pas pu en déterminer la cause. Cette histoire a été racontée par la patiente elle-même et corroborée par une infirmière qui a transféré la patiente dans la salle, car elle avait également ressenti la présence de quelqu'un dans la chambre du patient. La dame en robe élisabéthaine. Ma mère était la personne la plus sceptique et ne croyait pas aux fantômes. Elle travaillait comme infirmière dans une ancienne maison seigneuriale convertie en hôpital. Cela s'est passé le jour de Noël il y a 45 ans, dans un hôpital en Angleterre appelé Eccles Hall Hospital. Un matin, elle a garé sa voiture dehors et a regardé à travers les grandes fenêtres. Elle a vu quelqu'un habillé en tenue isabelline avec de la nourriture et des décorations, et s'est réjouie que quelqu'un ait fait l'effort. Elle est entrée dans la pièce pour dire « Joyeux Noël », mais il n'y avait personne là, seulement les dossiers de l'administration et la photocopieuse. Elle n'a plus jamais douté de l'existence des fantômes après cela. Après ce jour, ma mère, une femme intègre qui se moquait de tout ce qui était paranormal, a commencé à enquêter sur l'histoire de l'hôpital et de la maison seigneuriale. Elle a découvert qu'au XIXe siècle, le manoir appartenait à une riche famille noble et qu'il était dit qu'une des filles était morte tragiquement dans la maison pendant une célébration de Noël. Depuis lors, selon les anciens habitants, son esprit apparaissait chaque Noël, errant dans les salons avec sa robe isabeline. Intriguée et un peu inquiète, ma mère a décidé de recueillir plus d'histoires et d'expériences d'autres employés. Certains racontèrent des rencontres similaires, entendant des pas dans des salons vides ou des chuchotements la nuit. Cependant, personne n'avait jamais vu une apparition aussi claire et détaillée que celle qu'elle avait vue. Déterminée à en savoir plus, et avec un nouveau respect pour ceux qu'elle ne pouvait expliquer scientifiquement, elle a organisé une petite veillée la Noël suivante avec des collègues intéressés et quelques chercheurs en paranormal. La nuit s'est déroulée sans incident jusqu'à presque minuit, quand soudain, dans le même salon où elle avait vu la figure l'année précédente, la femme en robe isabeline est apparue de nouveau, plus clairement cette fois, comme si elle voulait être vue.
L'expérience a été émouvante et a laissé tous les présents dans un silence révérencieux. Depuis lors, chaque année, ma mère et d'autres employés de l'hôpital tiennent une veillée, honorant la mémoire de la femme en robe isabeline et respectant le mystère inhérent à l'hôpital. La rencontre avec Ed Gein. Pour donner du contexte, il est impératif de comprendre que j'avais déjà travaillé comme infirmière dans un centre de détention pour mineurs. Les patients dangereux et potentiellement volatiles n'étaient rien de nouveau pour moi. Parmi eux, Ed Gein était l'un des plus notoires. Si quelqu'un pouvait ébranler ma base inébranlable, il pouvait effrayer n'importe qui. Pour ceux qui ne le savent pas, Ed Gein était un suspect de meurtre et de volume de cadavres, fabriquant des objets avec les restes de ceux qu'il volait dans les tombes ou assassinait. Il n'était pas dans mon unité, mais dans une supérieure. Un cher ami travaillait là presque toutes les nuits. Ed Gein ne m'avait jamais causé d'ennui, ni attiré mon attention plus que tout autre patient. Imaginez donc ma surprise lorsqu'il a montré un intérêt très sérieux pour moi. Travailler dans un centre de détention pour jeunes est déjà assez dangereux. Mais ce centre particulier abritait des criminels déments, considérés comme mentalement incompétents pour être jugés. Il y avait diverses raisons pour lesquelles d'autres patients étaient internés, mais c'est pour cette raison qu'Ed Gein avait été placé sous notre garde. Mon ami et moi emmenions les patients déjeuner à la cafétéria. Une infirmière devait être présente en cas d'urgence médicale. Un jour, en regardant autour de moi, alors que j'étais dans la file avec mes patients, je l'ai vu, l'homme le plus effrayant que j'ai jamais vu, me fixant avec des yeux fous. Il m'a souri avec un sourire de mille maniaques et n'a jamais cligné des yeux. Il suivait chacun de mes mouvements comme une gargouille au coin d'une cathédrale gothique. J'ai essayé de le regarder discrètement, mais il me surprenait toujours, souriant et regardant sans cligner des yeux. Cela me faisait frissonner jusqu'à l'âme. Les choses ont continué ainsi chaque fois que j'étais près de lui. Je devenais de plus en plus nerveux. Il ne m'avait vraiment rien fait d'autre que de me mettre mal à l'aise avec ses yeux fous. Mais je ne pouvais pas le signaler car il n'y avait rien à signaler, jusqu'à ce que l'incident se produise. Je faisais une tournée de distribution de médicaments l'après-midi, et certains de mes patients étaient dehors dans les couloirs entre leurs unités. Le patient particulier que je cherchais était assis dans un couloir avec vue sur le jardin. Je l'ai approché et nous avons bavardé cordialement pendant quelques minutes avant que je ne me tourne pour retourner dans mon unité et continuer ma tournée de médicaments. C'est alors que j'ai vécu l'une des rencontres les plus terrifiantes de ma vie. Imaginez mon horreur en me retournant pour trouver Ed Gein face à moi, à quelques pas de mon visage, souriant maniaque et me fixant. Il a parlé pour la première fois, à peine capable de contenir son excitation. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas comment j'ai réussi à garder mon calme. Je pense que le choc a joué un rôle important. Je savais que le vieil adage « ne laissez jamais quiconque vous voir transpirer » était crucial ici. Si je montrais même la moindre peur, cela pourrait être la fin pour moi. Dès que je me suis retourné et l'ai vu, j'étais absolument terrifié. C'était le plus proche que j'ai été de me faire pipi dessus de peur. « Vous devez retourner dans votre unité. Ce n'est pas votre unité, c'est tout, ce que j'ai pu rassembler, mais avec un ton sévère et sincère. »« D'accord, » a-t-il répondu, toujours souriant. « Avancez et retournez maintenant, s'il vous plaît, » l'ai-je encouragé. Il s'est retourné en souriant et en fixant, et est retourné dans son unité. Il se retournait de temps en temps, juste pour sourire et regarder un peu plus. Dès qu'il était là où il appartenait, j'ai couru aussi vite que j'ai pu vers ma propre unité gériatrique. Une fois de retour dans l'unité, j'ai signalé l'incident à mes superviseurs et ils ont pris les mesures appropriées. Ed Gein était probablement gravement dérangé mentalement et je ne me trompais pas. Il avait été envoyé sous notre garde pour avoir assassiné son propre père. Oui, vous avez bien entendu. Il passerait le reste de sa vie sous notre garde pour avoir commis un parricide. Le médecin fantôme. Ce récit s'est produit il y a environ 40 ans, lorsque je venais de commencer mon travail comme infirmière. Une partie de mon travail consistait à vérifier chaque matin les enfants dans la salle infantile pour m'assurer qu'ils allèrent bien. Un matin, alors que je faisais ma ronde, je suis arrivé au lit d'une fille et lui ai demandé si tout allait bien. J'ai vérifié son dossier médical pour voir ce dont elle avait besoin ce jour-là, et lorsque je suis allé prendre son pouls, elle a demandé « Pourquoi fais-tu ça ? Le docteur est déjà venu et l'a fait. » J'étais stupéfaite. Il était 6 heures du matin et je ne m'attendais pas à ce qu'un médecin soit dans cette salle si tôt.
Je lui ai répondu poliment qu'elle se trompait et que personne n'était encore venu, mais elle a insisté sur sa version. Puis une autre fille, dans le lit en face, a affirmé qu'un médecin était venu et les avait tous deux examinés, ce qui était étrange. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un dans le service à cette heure-là. J'ai donc continué ma vérification, puis j'ai interrogé mes collègues sur ce qui s'était passé. Une des infirmières m'a confirmé que personne n'était venu les examiner ce jour-là et qu'il n'y avait aucune visite programmée. C'est alors qu'une autre infirmière, visiblement excitée, a rejoint la conversation et a commencé à nous raconter une rumeur surprenante. L'hôpital était supposément hanté par l'esprit d'un médecin décédé il y a longtemps et qui continuait d'apparaître en faisant des rondes. J'ai décidé d'enquêter par moi-même en interrogeant les enfants sur l'apparence du médecin pour voir si leurs histoires concordaient. La première fille a décrit le médecin comme un homme âgé en blouse blanche, avec une barbe grise et une grande moustache imposante. Intrigué, j'ai interrogé une autre patiente éloignée de la première, et elle a donné exactement la même description, avec encore plus de détails. Cela m'a laissé très perplexe et je ne savais pas quoi faire de cette information, car je ne croyais pas au paranormal. Cependant, au fur et à mesure que mon temps à l'hôpital se poursuivait, je me suis habitué à l'idée qu'il y a certaines choses dans ce monde que l'on ne peut tout simplement pas expliquer.